Il y a quelque chose qui cloche avec notre calendrier. Je ne parle pas au sens figuré. Ce n'est pas une impression, une intuition, ni une plainte sur la vitesse à laquelle les années passent. Je le dis du point de vue structurel mathématique, et c'est flagrant. Il y a un problème. Et plus j'approfondissais la question, plus je soupçonnais que ce problème n'était pas fortuit. Voici la version la plus simple du problème. Le calendrier grégorien, celui qui est affiché au mur, celui de votre téléphone, celui qui régit chaque échéance, chaque anniversaire, chaque trimestre fiscal de la civilisation moderne, est irrégulier, voire chaotique. Des mois de 28, 29, 30 et 31 jours répartis selon un schéma qu'aucun enfant ne peut mémoriser sans un tour de passe-passe. Le mois de février est plus court certaines années et plus long d'autres. Les trimestres ne coïncident pas. Les semaines ne se divisent pas uniformément en mois. Les mois ne se divisent pas en années de façon égale. À y regarder de plus près, ce système semble avoir été conçu non pas pour un usage humain, mais pour toute autre chose. Pour le contrôle, peut-être. Pour semer la confusion, pour engendrer une population constamment décalée, toujours légèrement désorientée, toujours dépendante d'une autorité extérieure pour savoir quel jour on est. Voilà une affirmation audacieuse. Restez avec moi, car il existe une alternative. Il y en a toujours eu une. Un système calendaire si élégant, si précis mathématiquement, si parfaitement synchronisé avec les rythmes naturels et lunaires, qu'une fois compris, le calendrier grégorien ne paraît pas seulement impraticable, il paraît intentionnel, intentionnellement défaillant. 13 mois de 28 jours chacun, soit 364, 13 fois 28 égale 52 semaines. Exactement 4 cycles parfaits de 7 jours par mois, chaque année, sans exception. Ajoutez un jour cérémoniel en dehors du décompte mensuel, un jour de transition, un jour zéro, un jour que de nombreuses traditions anciennes considéraient comme sacré, et vous obtenez 365, une année solaire, parfait, entier, répétitif. Plus j'approfondissais le sujet, plus je constatais qu'il ne s'agissait pas d'une idée marginale, ni d'une théorie du complot griffonnée dans un carnet. C'était le calendrier opérationnel des civilisations qui ont bâti des choses que nous ne pouvons toujours pas expliquer pleinement. Les Mayas, les anciens Égyptiens, les Druides de la Grande-Bretagne pré-romaine, les Lakota, les Yoruba, et le Vrede. 13 mois et 28 jours, à travers les continents et les millénaires, sans aucun contact. Le schéma se répète avec une précision troublante. Pourquoi? Voici le plus étrange. Vous portez déjà en vous la preuve de ce calendrier. Le cycle menstruel humain dure en moyenne 28 jours, soit 13 cycles par année solaire. Ce n'est pas un mythe, c'est la biologie. C'est en réalité l'une des plus anciennes horloges de la nature, plus ancienne que toute civilisation, que tout système de gouvernement, que tout roi ayant jamais décidé du nombre de jours dans un mois. Le corps humain était déjà synchronisé à ce rythme avant même que nous ayons les mots pour le décrire. Et la Lune? Le cycle lunaire synodique, c'est-à-dire le temps nécessaire à la Lune pour revenir à la même phase, est d'environ 29 jours et demi. Mais le cycle sidéral, l'orbite réelle de la Lune mesurée par rapport aux étoiles fixes, est de 27,3 jours. Le mois de 28 jours se situe presque exactement entre ces deux mesures. Il correspond à la moyenne du rythme lunaire, comme si quelqu'un ou quelque chose avait observé le ciel, observé la Lune, et s'était dit: ces deux-là parlent le même langage. Construisons le calendrier à partir de là. Or, nous avons actuellement des mois nommés d'après des empereurs romains. Juillet pour Jules César, août pour Auguste. Des mois dont la durée était littéralement modifiée, rognée sur un mois, ajoutée à un autre pour allonger les mois de certains empereurs. Ceci soulève une question simple mais cruciale. Quand la mesure du temps est-elle devenue un instrument politique? La réponse semble être l'instant où elle a été soustraite au monde naturel et confiée à l'État. C'est là que le documentaire prend un tournant. Car ce que j'ai découvert, ce que les recherches plus approfondies révèlent, c'est que cet événement n'a pas été totalement oublié. Il n'a pas simplement sombré dans l'oubli et n'a pas été pleuré en silence. À un moment précis du début du 20e siècle, un consensus s'est dégagé. Universitaires, économistes, réformateurs, philosophes. Ils savaient que le calendrier grégorien était inefficace, irrationnel et en décalage avec la biologie humaine et les cycles naturels.
Ils ont alors entrepris un effort sérieux, soutenu et coordonné à l'échelle internationale pour le modifier, le calendrier fixe international, également appelé Plan Cotsworth, du nom de Moses B. Cotsworth, statisticien britannique qui publia en 1902 une analyse approfondie de la réforme du calendrier. La proposition de Cotsworth consistait essentiellement en une reconstruction de l'ancien système de 13 mois de 28 jours chacun, tous identiques, tous les trimestres parfaitement égaux, chaque année commençant le même jour de la semaine. Il nomma le 13e mois Sol, placé entre juin et juillet, un nom chargé de sens, positionné au sommet de l'année solaire, au plus fort de la lumière estivale. Tout porte à croire que l'enjeu dépassait largement le simple calcul comptable. Cotsworth n'était pas le seul. George Eastman, fondateur de Kodak et l'un des industriels les plus influents de l'histoire américaine, a adopté le calendrier fixe international pour sa propre entreprise en 1928 et l'a utilisé en interne jusqu'en 1989. Il ne l'a pas fait discrètement ni à titre expérimental. Il l'a fait parce que ça fonctionnait. La productivité s'est améliorée. La charge administrative a diminué. Les comptes étaient plus propres. Les logements étaient corrects. L'emploi du temps était raisonnable. Eastman devint l'un des plus fervents défenseurs publics de la réforme du calendrier international. Il témoigna. Il fit du lobbying. Il a financé des campagnes et c'est là que le silence devient assourdissant. La Société des Nations s'est saisie de la question de la réforme du calendrier dans les années 1920. Ils ont formé des comités, ils ont reçu des propositions. Des centaines de candidatures sont arrivées du monde entier, de gouvernements, d'entreprises, d'institutions religieuses, de simples citoyens. Le calendrier fixe international figurait parmi les projets les plus prometteurs. Il bénéficiait d'un élan international important et d'un véritable poids institutionnel, puis presque plus rien. La réforme a été bloquée. Les comités se sont dissous. L'élan s'est essoufflé. Au milieu des années 1930, le débat était de fait clos. Le calendrier grégorien fut maintenu. Le calendrier fixe fut discrètement mis de côté, sans débat ni vote décisif, sans être invalidé par un argument supérieur, simplement enterré, comme s'il n'avait jamais été sérieusement envisagé, comme si le système calendaire le plus élégamment conçu des temps modernes n'avait pas réussi à s'imposer, victime de la simple inertie bureaucratique. L'explication officielle s'effondre ici. Si vous voulez comprendre pourquoi un système véritablement supérieur n'est pas adopté, vous devez vous poser d'autres questions. Non pas pourquoi il n'était pas meilleur, car il l'était manifestement. Même ses détracteurs l'ont admis. Ce n'est pas la raison pour laquelle elle n'a pas été promue. Elle a été activement promue par certains des industriels et réformateurs les plus influents de l'époque. Il ne s'agit même pas de savoir pourquoi les gouvernements ne souhaiteraient pas l'efficacité. Les gouvernements prétendent régulièrement la vouloir. Non, la question est de savoir qui, précisément, profite du chaos. Et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. Des mois irréguliers engendrent une comptabilité irrégulière. Une comptabilité irrégulière nécessite des intermédiaires, des comptables, des administrateurs, des employés de bureau, des professions entières dont l'existence repose sur la complexité de la gestion du temps. L'irrégularité des trimestres complique les comparaisons financières. Un mois compte 31 jours dans un trimestre, tandis que le même mois d'une autre année civile en compte 28. Essayez de comparer objectivement les performances sur ces périodes. C'est impossible. Pas de façon simple. Pas sans facteur de correction, table de conversion et interprétation professionnelle. Plus j'approfondissais l'histoire économique de la finance du début du 20e siècle, plus la résistance à la réforme du calendrier me semblait relever moins de l'inertie que d'un intérêt, comme si elle était défendue par ceux qu'elle protégeait, comme s'ils suivaient des instructions qu'ils ne comprenaient pas pleinement, ou peut-être qu'ils comprenaient parfaitement. Ce schéma se répète avec une précision troublante dans d'autres domaines. Les systèmes qui synchronisaient les êtres humains avec les rythmes naturels, avec le corps, avec la lumière, avec les saisons, ont une curieuse tendance historique à être remplacés par des systèmes qui les synchronisaient avec les institutions, avec des horloges, des rapports trimestriels et des exercices fiscaux qui débutent arbitrairement en janvier parce qu'un roi romain a décrété que janvier appartenait au dieu Janus, dieu des portes et des transitions, des siècles avant la naissance de la finance moderne. Voilà ce à quoi je reviens sans cesse.
Les preuves tangibles. Observez les structures anciennes alignées sur le cycle de 28 jours, les cercles de pierre de Grande-Bretagne, et pas seulement Stonehenge, mais aussi des dizaines de sites moins connus, sont marqués de manière à suggérer un calendrier lunaire à 28 stations. Les trous d'Aubrey à Stonehenge, 56 fosses disposées en cercle, correspondent à 56 cycles de 28. Depuis des décennies, les chercheurs avancent l'hypothèse que ces trous suivent le cycle lunaire avec la précision requise par un calendrier de 13 mois. La littérature archéologique officielle considère cette hypothèse comme une interprétation parmi d'autres. Mais pourquoi cette interprétation n'est-elle pas plus centrale à notre compréhension de la fonction de Stonehenge? Le calendrier Maya, système de mesure du temps le plus précis jamais conçu par une civilisation pré-industrielle, repose sur une arithmétique en base 20 organisée autour d'une période de 20 jours appelée uinal, mais intégrée à une structure plus vaste qui parcourt 13 nombres en rotation continue. 13 jours de plus. Et 28 jours, c'est le temps qu'il faut aux Pléiades, un amas d'étoiles considéré comme sacré par les Mayas, pour accomplir un cycle d'observation précis dans le ciel du Yucatan, selon le calendrier civil égyptien. 12 mois de 30 jours, plus 5 jours épagomeno, jours hors calendrier, considérés mythologiquement dangereux ou sacrés. Cela vous rappelle quelque chose? Un jour de plus pour compléter l'année solaire. Le principe reste le même. Cultures différentes, géographie différente, millénaires différents. Une même logique sous-jacente. Ni coïncidence, ni évolution parallèle fortuite, ni trois civilisations découvrant indépendamment la même solution imparfaite. Les preuves suggèrent un héritage commun, une source commune, un savoir plus ancien que l'histoire écrite de toutes ces cultures, inscrit dans la pratique de l'observation du ciel avant l'écriture, a permis de préserver ce raisonnement. Ceci soulève une question simple mais essentielle. Si ce savoir était si répandu, si persistant, si durable, qu'est-il advenu exactement et quand? On observe un schéma précis et documenté dans les archives historiques des transitions calendaires. Lorsque Rome imposa le calendrier julien aux territoires conquis, elle ne se contenta pas de proposer un système alternatif. Elle supprima activement les traditions locales de mesure du temps. Les druides, qui conservaient le calendrier lunaire celtique, furent pris pour cible, leurs traditions criminalisées, leur savoir oral délibérément détruit. Lorsque la réforme grégorienne remplaça le calendrier julien en 1582, des cultures entières perdirent des jours, au sens propre du terme. Les jours ont disparu des registres légaux, les bâtiments étaient datés selon des systèmes obsolètes, et l'on dormait un mois et on se réveillait un autre. Moshe Edel, érudit en Kabbale, et d'autres spécialistes de l'ethnoastronomie ont constaté que la suppression des calendriers autochtones était rarement présentée comme ce qu'elle était réellement, un acte politique. On l'a toujours présenté comme une correction, la modernisation, le remplacement de la superstition par la science, le remplacement du corps et de la lune par l'horloge et l'État. Et voici le plus étrange. Les personnes chargées de ces transitions, administrateurs, scribes, prêtres, ayant adopté de nouveaux systèmes de datation, semblent, dans la plupart des cas documentés, n'avoir saisi ni la pleine logique du système abandonné, ni toutes les implications de celui adopté. C'était comme s'ils obéissaient à des instructions qu'ils ne comprenaient pas pleinement, comme si la décision avait été prise ailleurs, à un niveau qui leur était inaccessible, et que leur rôle se limitait à l'exécution. Le silence était assourdissant dans les archives que j'ai consultées concernant les débats sur la réforme du calendrier dans les années 1920. La correspondance essentielle du Comité de la Société des Nations est incomplète. On y trouve des références à des documents absents des archives officielles, ainsi que des comptes rendus de réunions qui résument les discussions sans en consigner le contenu. Les archives Cotswold, conservées à l'Université de Toronto, présentent d'importantes lacunes concernant les années d'intense lobbying, celles où le débat était le plus proche d'une résolution. Il ne s'agit ni de dégâts des eaux, ni d'erreurs de catalogage, ni de la simple dégradation des archives institutionnelles. Des lacunes, à y regarder de plus près, semblent se concentrer autour des moments les plus importants. Je voudrais faire une pause ici et poser une question rarement abordée dans le contexte de l'histoire du calendrier. Qu'est-ce que cela aurait été de vivre dans un monde où chaque mois aurait la même durée, où le premier jour de chaque mois tomberait toujours le même jour de la semaine,
où l'on saurait toujours, sans avoir besoin de consulter un appareil ou un calendrier, où l'on se situe dans le cycle, où le rythme du travail, du repos, du commerce, des cérémonies, tout cela serait en parfaite harmonie avec le rythme de la Lune et, selon certains, avec le rythme du corps lui-même. Il ne s'agit pas d'une affirmation mystique, mais d'une question pratique. Quel est l'impact sur le système nerveux humain de vivre pendant des générations dans un état d'irrégularité chronologique, de ne jamais savoir instinctivement, corporellement, où l'on se situe dans l'année, de percevoir le temps comme une force extérieure et autoritaire plutôt qu'intérieure et naturelle? Des recherches émergentes en chronobiologie, la science du temps biologique, suggèrent que la santé humaine, les fonctions cognitives et la régulation émotionnelle sont profondément affectées par l'alignement ou le décalage avec les cycles naturels. Ce domaine est jeune, ses implications sont encore largement inexplorées, mais la question qu'il soulève est une question à laquelle je ne peux répondre. Et si la réforme du calendrier n'était pas uniquement motivée par une question d'efficacité administrative, et si d'autres arguments étaient en jeu, imaginez ce que signifie connaître le temps comme on connaît la faim, non pas en le calculant, non pas en le vérifiant, mais en le ressentant, comme les animaux perçoivent le changement de saison avant même que la première feuille ne soit tombée. Certaines communautés autochtones ont conservé le calendrier grégorien de 28 jours jusqu'à l'époque moderne. Les ethnologues qui ont séjourné parmi elles ont observé un phénomène difficile à quantifier, un rapport différent à l'urgence, à l'attente, à l'instant présent, comme si le temps était une expérience vécue plutôt qu'une force qui nous poursuit. Nous rejetons cette idée comme du primitivisme. Et si c'était l'inverse? George Eastman est décédé en 1932. Son entreprise a abandonné le calendrier grégorien en 1929 après 61 ans d'utilisation interne, sans annonce majeure ni explication officielle. Ce retour au système grégorien s'est opéré discrètement. L'Association mondiale du calendrier existe toujours. Le mouvement du calendrier à 13 lunes, inspiré en partie par les travaux de José Arguelles, milite pour un retour au cycle de 28 jours. Ces mouvements sont marginaux. Ils se situent principalement en marge du débat public, ne sont pas financés par les grandes institutions et ne sont pas enseignés à l'école. Plus j'approfondissais le sujet, plus la nature de la chose se révélait, non pas comme une conspiration unique, orchestrée par un seul architecte, mais comme un schéma récurrent, transculturel et s'étendant sur plusieurs siècles, fait de suppression, de remplacement et d'oubli. Un schéma consistant à substituer à ce qui synchronisait l'être humain avec le monde naturel, ce qui le synchronisait avec les institutions humaines. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. Je ne vous dis pas que le calendrier grégorien est mauvais, ni que le calendrier à 13 mois est magique. Je me demande simplement pourquoi un système mathématiquement supérieur, biologiquement pertinent, historiquement documenté dans des dizaines de civilisations indépendantes et activement promu par des réformateurs institutionnels sérieux il y a encore 90 ans, est relégué aux marges de l'histoire, tandis qu'un calendrier construit autour des noms des empereurs romains régit chaque vie sur Terre. Je me demande ce que nous avons perdu en perdant ce rythme. Je me demande si le terme « perdu » est vraiment approprié ou si « pris » correspond mieux à ce que suggèrent les faits. Je me demande pourquoi les silences les plus profonds des archives semblent toujours se concentrer autour des moments de remplacement, des transitions, des points précis où une mesure du temps s'est arrêtée et une autre a commencé. Et je pose la question qui se cache derrière toutes les autres. Que savions-nous autrefois du temps, du corps, du ciel, que nous avons aujourd'hui oublié? Et c'est peut-être là la prise de conscience la plus troublante. Non pas que le savoir ait été détruit, la destruction laisse des traces, des cendres, le souvenir du feu, mais qu'il ait été déplacé discrètement, progressivement, remplacé par quelque chose d'assez fonctionnel pour que personne ne s'en émeuve, d'assez acceptable pour que la perte passe inaperçue pendant des générations. Nous n'avons pas pleuré ces 13 mois, car on ne nous a jamais dit qu'ils existaient. Nous n'avons pas perdu le rythme parce que nous sommes nés déjà décalés, qu'on nous a donné une horloge cassée en nous disant que c'était la seule qui ait jamais existé. Qu'est-ce qu'on nous a donné d'autre sans jamais songer à le remettre en question?